Plus tu as un rendement élevé, plus ça va vite. Après, attention à ne pas tomber dans le piège. Plus tu cherches un rendement élevé, plus tu as un risque de volatilité et de perte en capital qui est important. Comment on peut aller plus vite? Comment on peut accélérer le process? Avec tes 100 000 euros, tu fais l'apport, c'est après les 10%. Tu l'empruntes sur 25 ans et puis dans 25 ans, tu le revends. Tu as ton 1 million d'euros. Sauf que c'est pas si facile que ça. Même si ton loyer rembourse ton crédit, tu auras forcément la taxe foncière, les charges de copro, de la CFE si tu veux en meublé. Bon, ça paraît incroyable ce que tu me dis. Est-ce que ça se passe dans la réalité comme prévu la plupart du temps? C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de tout mettre en action, même si tu as un horizon de placement élevé, parce que si le lendemain tu te prends à moins 30, ça peut être. Les calculs seront pas bons. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie, ça se passera jamais comme prévu, mais si tu n'en as pas, t'avanceras pas. Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler d'un sujet qui va forcément vous plaire, comment passer de 100 000 euros à 1 million d'euros. Et oui, comment investir pour transformer votre capital en 1 million d'euros. Axel, commençons tout simplement par combien de temps faut-il pour transformer 100 000 en 1 million d'euros? Ça va dépendre du rendement sur lequel tu vas investir tes fonds. Donc imaginons, exemple tout bête, j'ai 100 000 euros, si tu les places à 0%, tu n'y arriveras jamais. C'est vrai. Voilà, ça c'est ça. Sur le compte courant par exemple, voire tu perds de l'argent avec l'inflation, mais bon, on va pas prendre l'inflation dans les exemples d'aujourd'hui. Si tu les places à 4%, il te faut 60 ans. C'est long. C'est long, mais bon, c'est x10. Si tu les places à 6%, il te faut 40 ans. À 8%, 30 ans. Et à 10%, il te faut 24 ans. Donc tu comprends que c'est logique, plus tu as un rendement élevé, plus ça va vite. Après, attention à ne pas tomber dans le piège. Plus tu cherches un rendement élevé, plus tu as un risque de volatilité et de perte en capital qui est important. Donc, il ne faut pas se dire, je vais faire 20% par an pour le faire en 10 ans. Ce n'est pas forcément l'idée. Aujourd'hui, on va avoir vu qu'on a un horizon, on va dire long terme, on va prendre une hypothèse de 7%. Et pour transformer 7%, du coup, 100 000 euros à 7%, à ton avis, il faut combien de temps pour arriver au million? Tu m'as dit que c'était entre 30 et 40 ans. Ouais, c'est 34 ans, effectivement. Voilà. Tu avais 6%, donc c'est bien exactement ça. Donc aujourd'hui, on va prendre l'hypothèse de 7%. Donc il te faut, aujourd'hui, tu prends ton âge, tu as 30 ans. C'est-à-dire que avec cette stratégie d'aujourd'hui, il te faut du coup 34 ans pour le faire. Il faut déjà que j'ai 100 000 euros aujourd'hui. Et il faut que tu puisses les placer à 7%. Ok, bon. 34 ans, ça paraît extrêmement long. Moi, de mon côté, je suis plutôt quelque chose, je veux que ça aille plus vite pour avoir 1 million d'euros. Et je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent vont vouloir aller plus vite. Comment on peut aller plus vite? Comment on peut accélérer le process? Ça, c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec l'avènement des cryptos, avec les marchés actions qui montent de 20-25% annualisés sur le Nasdaq depuis 10 ans, tout le monde veut aller plus vite. Sache que parfois, quand tu vas trop vite, tu peux brûler les ailes. Là, je te donne un exemple. Je te dis, ok, Jérémy, ce que tu peux faire, acheter un appart à 1 million d'euros. Avec tes 100 000 euros, tu fais l'apport, c'est à peu près les 10%. Tu l'empruntes sur 25 ans, et puis dans 25 ans, tu le revends. Tu as ton 1 million d'euros. Donc, du coup, voilà, tu es content, tu as fait ça en 25 ans, c'est plus rapide. Sauf que c'est pas si facile que ça. Parce que du coup, ton appart déjà. Il faut que la banque me suive pour 900 000 d'emprunt. C'est simple, c'est que pour 1 million d'euros d'emprunt, parce que tes 100 000 euros, c'est les frais d'apport. Donc, déjà, il te faut environ, la mensualité, c'est environ 5 500 euros pour emprunter 1 million. Donc, ça veut dire qu'il te faut un revenu net avant impôt, de 16 000 euros environ. Comprenant les loyers potentiels. Exactement, tu as un ratio peut-être entre 14 et 15. Donc déjà, ça ne concerne pas tout le monde. Il faut pouvoir avoir un salaire net avant impôt de 14 ou 15 000 euros, ce qui équivaut à un salaire à 300 000 euros brut pour un salarié. Bref, on élimine déjà une partie des gens. Même si tu fais ça, que tu peux le faire, c'est hyper dangereux parce que tu mets tout ton patrimoine sur un seul bien immobilier. Il se peut que ton bien perde de la valeur, il peut y avoir des problèmes de locataires et tu peux vite te mettre dans le rouge. Parce que sur un bien 1 million d'euros, tu peux avoir un ravalement de façade qui coûte 30-40 000 euros. Si tu as ton locataire qui ne te paye pas pendant 2 ou 3 mois, tu as 10 ou 15 000 euros rad. Donc, il faut avoir un gros salaire pour suivre derrière. Donc, si tu peux le faire, déjà, je te conseille de diversifier avec différents biens. Tu en achètes 2 ou 3. Et encore une fois, ça ne marchera pas parce que tu auras un cash flow qui sera hyper négatif. Dans ces cas-là, sachant que tu mets que les 10% d'apport, tu auras la fiscalité qui pourrait être importante. Tu peux avoir de l'aléa fiscal. Enfin bref, c'est pas la bonne idée. Donc, tu peux essayer ça ira plus vite, mais je te conseille pas. Ok, alors qu'est-ce que tu me conseilles? Je te conseille de faire un entre-deux. Okay. C'est-à-dire que tu vas avoir tes 100 000 euros, tu vas les placer avec ce qu'on appelle la méthode DCA. Donc, avec ton épargne tous les mois, tu vas verser en plus sur ce contrat-là, sur cet investissement-là, en plus de tes 100 000 euros. Et en parallèle, tu vas utiliser ta capacité d'endettement. Donc, quand tu as capacité d'endettement, c'est en fonction de ton salaire. On va la calculer, on va faire un exemple après. Tu as ton salaire, tu as 35% d'endettement, tu peux emprunter 100, 200, 300, 400 000 euros. Et du coup, tu vas faire les deux. Et tu vas faire à la fois d'un côté le financier qui va grandir dans le temps, et de l'autre côté, tu vas avoir l'immobilier qui va se rembourser avec l'effet de levier du crédit. Ok, donc tu me promets qu'on va accélérer en tout cas. On va aller un peu plus vite. Alors, je ne peux pas te le faire en 10 ans, mais on va peut-être viser les 25. Bon, très bien. Alors, pour savoir comment y arriver en 25 ans, vous allez déjà commencer par vous abonner parce qu'on a besoin de vous et de continuer à s'abonner. Vous le savez, un simple abonnement, ça continue à augmenter notre chaîne et donc à augmenter notre visibilité et donc à nous donner envie de continuer à vous offrir un contenu de qualité. Axel, comment on fait du coup un cas pratique très précis, très clair, très concret pour y arriver en 25 ans?
Ok, je vais faire au mieux. Prenons l'exemple de Mathieu. Bon, on a souvent des Mathieu. Comme ça, je partirai pas à la retraite à 64, mais à 55. Ok. Ouais, on va essayer. Tu peux prendre mon exemple, Jérémy ou n'importe quel exemple. J'ai mis Mathieu, j'aime bien les Mathieu. Ouais, je sais pas pourquoi. Mathieu, il gagne 4 000 euros par mois avant impôt. Il a 30 ans. Il a accumulé 100 000 euros depuis 20 ans. Enfin, depuis ses 20 ans, pardon. Il a économisé 10 000 euros par an, donc bravo à lui. Il a 30 ans, il a assez 100 000 euros. Il a un loyer de 650 euros par mois et il a une capacité d'épargne mensuelle de 1 000 euros, on va dire. Ok, donc comment on calcule déjà la capacité d'endettement de Mathieu? Donc Mathieu, il a 4 000 euros de salaire, donc on fait 4 000 fois 0,35, donc le fameux taux d'endettement de 0,35. On retraite le loyer qu'il paye, parce que c'est une charge. Tout à fait. Et du coup, ça fait environ 750 euros. Parce qu'on parle ici que Mathieu reste locataire pour l'instant. Exactement, Okay. Il reste locataire. Et qui fait donc un investissement locatif. Il fait un investissement locatif. Donc sa capacité d'endettement du coup de mensualité, c'est 750 euros par mois. Sauf qu'en réalité, c'est pas 750 euros par mois, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu fais un investissement locatif, tu prends en compte le loyer qui va être généré par cet investissement dans tes revenus à hauteur de 70 ou 80% selon les banques. Généralement, c'est plutôt 80%. Et point important, c'est pas parce qu'on va trouver un bien à 1,5 million qui vont prendre 70% des revenus locatifs si vous gagnez 2 000 euros par mois. Hein. Oui, alors, ils vont bien regarder la situation globale. Hein. Puis ça marchera Souvent, il faut que ça reste cohérent. J'insiste parce que c'est vrai que des clients pourraient dire à ce moment-là, moi je vais prendre tous les biens immobiliers du marché, tous les loyers, je vais les mettre à 70% et je peux emprunter 60 millions. Non, c'est pas le cas. On regarde toujours la situation quand même du particulier. J'insiste là-dessus avant que tu continues ton exemple. Ça marchera pas, effectivement. Et du coup, là, on va dire qu'il peut emprunter quasiment 1 000 euros, une mensualité de 1 000 euros, parce qu'on prend en compte. Ok, pour que ça reste cohérent. Okay. Donc ça fait environ 200 000 euros d'emprunt sur 25 ans. Donc déjà, il va faire ça. Il va se mettre une petite poche de budget parce qu'il ne faut pas rêver, on n'est pas dans le monde des bisounours. Quand tu as un bien immobilier, tu as souvent des pépins. Parce qu'au final, les budgets mettent éventuellement quasiment pas d'apport pour simplifier la simulation. Donc tu auras du cash flow négatif. Même si ton loyer rembourse ton crédit, tu auras forcément de la taxe foncière, les charges de copro, de la CFE si tu loues en meublé, des pépins. Donc on va dire qu'il met 200 euros par mois de budget sur un compte. Dire ça, c'est 2 400 euros l'année pour les pépins immobiliers pour compenser le cash flow. Okay. Ce qui lui laisse environ, c'est hyper simplifié comme exemple, mais c'est mieux comme ça. Ce qui lui laisse 800 euros par mois. Donc ces 800 euros par mois, il va les investir sur son contrat d'assurance vie. Le PEA, c'est compliqué parce que s'il met 100 000 euros, il va bientôt être au plafond avec les 800 euros par mois, donc on va partir sur une assurance vie. Il va mettre 100 000 euros plus 800 euros tous les mois. Avec un taux de 7%, il aura un capital au bout de 20 ans. Donc 20 ans, tu vois, je suis sympa. Donc 50 ans même, je te le fais. Il aura un capital au bout de 20 ans d'environ 800 000 euros. Ok. 20 ans plus tard, il a quasiment remboursé une grande partie de son crédit. On va dire qu'il l'a remboursé parce qu'il y a des augmentations entre-temps. Donc il se retrouve avec 800 000 euros sur son contrat financier. Un appartement qui vaut 200 000 euros qui est totalement remboursé. Et donc, là, tu vois, en 20 ans, je t'ai préparé ta retraite parce que Mathieu, il voulait 1 million d'euros qui placerait à 4% après, qui lui ferait 40 000 euros de revenus complémentaires. Et donc là, on est parti du fait qu'on avait 100 000 euros au départ et qu'on avait une capacité d'épargne de 1 000 euros par mois qui partait de 200 euros par mois pour l'appartement dans le cash flow négatif parce qu'il y avait quelques coûts financiers, quelques coûts fiscaux qui arrivaient et les 800 euros par mois sur la partie financière. Voilà, exactement. Donc tu as un patrimoine de 1 million. Après, ce qu'il faut bien regarder, c'est que pour l'appartement, tu auras de la fiscalité parce que généralement, tu vas louer en meublé. Parce qu'en cours de vie, Mathieu, il a une TMI là, à 30%. S'il le loue en revenu foncier, ses revenus nets ils vont être imposés à quasiment 50%. Voilà. Donc au final, le cash flow, là, ça irait pas. Donc il va le louer en meublé. Donc il l'a loué en meublé. Le problème, donc, depuis 2025, il y a eu un peu un nerf de la fiscalité du meublé. Déjà, tu as eu une petite piste nette pour les experts comptables où avant, tu avais une réduction de 2 tiers. Maintenant, tu n'as plus de réduction. La réduction d'impôt, donc ça peut coûter 300-400 euros de plus à l'année. Et en plus de ça, tu as ce qu'on appelle une réintégration des amortissements. Parce que le LMNP, on amortit son bien, donc ça vient réduire fiscalement le bénéfice imposable. Donc c'est purement fiscal, c'est pas au niveau de la trésorerie, mais du coup, tu payes grosso modo pas d'impôt. Le problème, c'est que maintenant, tu vas avoir une réintégration de ces amortissements dans le calcul de ta plus-value. Donc imagine, tu as un bien à 200 000, tu as amorti 200 000 euros sur 25 ans. Même si ton bien, tu le revends 200 000, tu auras 200 000 euros de plus-value, parce que ta valeur nette comptable sera 200 000 euros. Donc là, dans le cas de Mathieu, ça fait 20-25 ans qu'il a le bien. S'il le revend tout de suite, il aura l'exonération effectivement de 19% sur la partie impôt sur le revenu, mais il aura quand même les prélèvements sociaux. Donc, de notre hypothèse, pour simplifier, on va prendre en compte que le bien de Mathieu, il a pris 50 000 euros de plus-value et que les 50 000 euros de delta, ça paye l'impôt sur la plus-value. Donc, bref, il a 100 millions. Voilà, j'ai hyper simplifié. Ce qui est probable au final. Ce qui est possible en vrai. 100 000 euros d'avoir 50 000 euros de plus-value sur 20 ans. C'est pas déconnant, ça dépend du lieu. Le marché immobilier, c'est 50 000. Ça peut être plus de 50 000, ça peut être 50 000 euros de moins-value, on l'a vu aussi. Mais là, on simplifie l'exemple, mais vous avez compris. En gros, vous utilisez la capacité d'endettement et en parallèle, faire du DCA sur votre capital. Bon, parlons quand même des 100 000 euros de départ. On fait quoi comme allocation pour ces 100 000 euros de départ? Eh bien, alors, tu as deux choses. Dans l'allocation, tu as les 100 000 euros plus les versements mensuels. Tout à fait. Moi, ce que je conseille à titre personnel, bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste ce que je ferai à titre personnel, c'est que j'irai sur une partie assez défensive et équilibrée sur les 100 000 euros.
C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de tout mettre en action, même si tu as un horizon de placement élevé, parce que si le lendemain tu te prends à moins 30, ça peut être, les calculs seront pas bons du coup. Pourquoi? Tu peux expliquer l'expérience qu'on a derrière par rapport à ça en tant que conseiller en gestion de patrimoine? Qu'est-ce qu'on vit des fois avec nos clients? Alors, tu as deux cas. Toi, soit effectivement la personne qui. Pour quelqu'un qui mettrait 100% action, je pense. Voilà, il veut mettre 100% action et en fait, il veut aller sur les actions parce qu'il entend que ça marche bien et que sur 100 ans, ça fait 10% par an le S&P. Bref, le cas classique. Sauf qu'il n'est pas au courant que tu peux te prendre des grosses tôles et qu'il n'est pas. Ou du moins, il est au courant, mais il ne sait pas comment il va réagir. Il se dit, je vais réagir, c'est pas grave, j'attends. Sauf que la réalité, c'est que quand les marchés commencent à baisser, tu as les personnes qui te disent, ouais, ça me fait rien quand ça baisse. Mais alors ça leur fait quelque chose parce qu'ils voient leur capital, tu as 100 000 euros, tu as mis 10 ans pour les mettre de côté, tu le vois qui se transforme finalement en 60, 50 000 euros, même si c'était un gros crack. Et là, tu peux commencer à paniquer. Tu as les biais comportementaux qui commencent à rentrer en jeu et parfois tu fais des erreurs. Tu te dis, oula, je vais tout sécuriser, j'arrête la casse, ça va finir au trou, ça va valoir zéro, je vais tout vendre. Et là, c'est la pire chose à faire si tu n'es pas prêt à le faire. Donc, généralement, ce qu'on conseille, c'est quand tu as la chance d'avoir un gros capital comme ça et qu'aujourd'hui, tu es dans un contexte où les taux d'intérêt sont plutôt élevés. Aujourd'hui, typiquement, sur du fonds euro, tu peux avoir du 5% net. De frais de gestion sur un contrat d'assurance vie, ce qui équivaut à du 6% pour les autres supports. Donc, tu as 5% aujourd'hui. Tu mets 30% de fonds euros. Tu vas mettre un peu éventuellement des fonds de hedge fund qui sont assez couverts. Tu vas mettre des fonds d'obligataires. Tu vas mettre un peu d'actions, peut-être un peu de matières premières, etc. Mais tu vas pas mettre une grosse partie en actions. Parce que les actions, tu vas y rentrer quand? Tu vas y rentrer tous les mois. Grâce au versement mensuel. Exactement, le versement mensuel, là, tu as moins tu limites, bien sûr, ça exonère pas le risque, mais tu limites le risque. Pourquoi? Parce que tu vas rentrer tous les mois. Donc, même si les marchés demain, ils se cassent la figure, toi, tu vas rentrer tous les mois. Donc, tu as un prix de revient qui sera moyenné sur les différentes entrées. Bien sûr, si demain, tu as une allocation prudente et que les marchés font moins 30, moins 40, tu vas te servir de la poche obligataire et du fonds euro éventuellement pour renforcer les actions. Mais le problème, c'est que si tu mets tout sur les actions et que tu n'as pas de chance, tu peux vite mettre 3, 4, 5 ans, on en parle dans d'autres épisodes, sur les durées de recouvrement des crises, à retrouver ton capital. Et tu as aussi le côté stress. Donc moi, ce que je conseille, effectivement, c'est le versement one-shot, plutôt défensif prudent, avec un petit peu d'action, mais aussi du fonds euro, des obligations. Le versement mensuel, tu peux mettre une partie d'action importante et le reste, tu peux mettre éventuellement des cryptos si tu es appétant et des matières premières. Et après, quand ton capital est grossi, tu peux aller sur d'autres choses. Typiquement, quand tu es à 400, 500 000 euros sur ton contrat, tu peux envisager éventuellement d'aller sur du private equity pour diversifier sur des offres à 100 000 euros. Ouais, c'est au cas par cas, ça dépend du contexte. Ça, c'est ce que je te dis aujourd'hui, ça peut évoluer dans le temps. Mais en tout cas, moi, mon conseil personnel, c'est pas de tout mettre sur les actions et de faire le bourrin parce que tu vas déjà y rentrer tous les mois. 800 euros par mois, tu es à 10 000 euros à l'année, ça fait 10% d'augmentation de ton contrat chaque année en action, plus éventuellement des renforcements en fonction des contextes de marché qu'on voit d'ailleurs en ce moment. Ok, bon, ça paraît incroyable ce que tu me dis. Est-ce que ça se passe dans la réalité comme prévu la plupart du temps? Non, d'expérience, on voit, c'est que aujourd'hui, là, on parle de la stratégie de Mathieu, on lui a fait un plan sur 20 ans, ça va pas se passer comme prévu. Mathieu va peut-être se marier, va avoir des enfants. Il va attendre un enfant, au final, il va avoir des triplés. Et donc, du coup, il va devoir arrêter son DCA parce qu'il va devoir payer pour les 3 enfants. Peut-être que les marchés actions vont être moroses et que les marchés actions, pendant 20 ans, ils vont pas faire de performance, voire ils vont être négatifs. Au lieu de faire 7%, ils vont faire 3%. Tout peut arriver. Peut-être aussi que l'immobilier, parce que c'est vrai que l'immobilier, on a tendance à dire que tout le monde croit que c'est sans risque, mais l'immobilier, tu as plein de risques inhérents. Tu as les risques de dégradation, d'absence de loyer, de vacances locatives. Tu as un énorme aléa fiscal, surtout en France, on est bien tapé sur l'immobilier, donc qui peut baisser la rentabilité, qui peut faire perdre ton bien, perdre de la valeur à ton bien de manière énorme. Il suffit que ça soit la ville où tu es acheté, économiquement, ça se passe mal et du coup, les loyers et les valeurs tombent. Et de l'autre côté, parce que là je suis pessimiste, tu peux avoir une embellie sur les marchés actions, des performances à 15 ou 20% sur les 10 années qui suivent. Mathieu peut avoir une augmentation significative qui puisse lui permettre d'emprunter encore plus un nouveau bien et de mettre plus tous les mois sur son DCA. Tu peux avoir aussi sur une embellie sur son bien, il y a un gisement de pétrole qui a été découvert en dessous de son immeuble et que son bien fasse x10. Enfin bref, on est tout le temps volontairement pessimiste, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir une stratégie sur le long terme, ça se passera jamais comme prévu, tu peux avoir des pépins, tu peux avoir aussi des bonnes nouvelles. Et c'est pour ça que moi, je préfère toujours être pessimiste et de se dire, OK, si demain j'ai un pépin, typiquement sur un investissement où j'ai mis un peu de fonds euros d'obligataires, même si les marchés demain s'écroulent, je peux renforcer. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie, ça se passera jamais comme prévu, mais si tu n'en as pas, tu n'avanceras pas. Et ceux qui gagnent, la plupart du temps, ont de la rigueur. De la rigueur, et ils savent aussi bien réagir quand il y a des événements malheureux, notamment sur les crises boursières, et de saisir les opportunités. Même si bien sûr, il n'y a aucune garantie, évidemment, que le marché remonte quand il baisse. Merci beaucoup Axel pour cet épisode fort enrichissant, mais surtout merci à vous d'être toujours aussi nombreux, de liker, de partager, de commenter le contenu. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à acheter ce livre, c'est Construis ton patrimoine. On parle d'investissement immobilier, on parle d'investissement financier, et là on part pas de 100 000, on part de 0 dans ce livre-là. Alors n'hésitez pas, il est pour vous. À bientôt.